Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Et on commence avec une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Que faire du frigo ou de l'aspirateur qui ne marche plus ? Alors plutôt que de le jeter, vous pouvez le faire réparer. C'est la vocation de l'entreprise d'insertion en vie. Cette entreprise nantaise est aujourd'hui implantée dans plusieurs villes, dont La Roche-sur-Yon, au sein de la recyclerie. Elle répare l'électroménager en panne et le revend ensuite à petit prix. Une initiative environnementale, mais aussi sociale. Les explications de Pierre Dalicieux. Des machines à laver, sèche-linge et autres électroménagers qui sont ici démontés entièrement et remontés pour être revendus. Un travail méticuleux réalisé par des salariés en insertion professionnelle. Didier est là depuis quelques mois et se plaît plutôt bien dans son nouvel emploi. Il fallait être un petit peu manuel pour pouvoir démonter des machines, les remonter, et les nettoyer aussi. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai voulu faire l'essai, ça me plaît. Pour l'instant, oui, on a un contrat de 4 fois 6 mois. Un renouvelable, bien sûr. À moins que les encadrants disent que je ne suis pas satisfaisant. Non, ça va, oui. Ici, pas question de rester plus de 2 ans. L'objectif, redonner l'envie de travailler, car ici, certains étaient éloignés de l'emploi depuis longtemps, pour ensuite trouver un emploi stable. Ce sont des personnes qui sont sorties de l'emploi depuis un certain temps. Donc ils viennent ici pour se remettre, entre guillemets, pas à niveau, mais retrouver une formation et aussi des horaires de travail normal, c'est-à-dire avoir des horaires fixes pour venir et travailler. Dans ces ateliers, des centaines de pièces détachées en état, prêtes à repartir pour un cycle de vie. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. L'objectif, utiliser le moins possible de pièces neuves. Ici, on a les pièces détachées qui sont récupérées sur les machines à laver qui ne sont pas réutilisées. Donc on récupère les pièces pour les réutiliser pour d'autres appareils pour les prochaines à venir. Oui, il y a 600 références là, de pièces détachées. Des machines qui, si elles n'étaient pas rentrées dans ce circuit de récupération, n'auraient aucune chance de repartir pour une nouvelle vie. Si on n'était pas là, ça partirait à la poubelle, oui. C'est un peu rageant, surtout qu'il y a des fois, il suffit simplement de changer une pompe de vidange ou une sécurité de porte. Et c'est reparti pour, on va dire, entre 4 et 6 ans. Pour les clients, c'est la bonne affaire assurée, avec en prime une garantie d'1 an ou 2 selon les produits et le sentiment d'avoir agi pour la planète. Je trouve ça bien parce que du coup, c'est donner une chance à un produit comme ça. Depuis son ouverture à La Roche-sur-Yon en septembre dernier, Envie a revendu plus de 360 produits électroménagers et permis à un salarié de trouver un emploi et ne compte pas s'arrêter là. C'est une page qui se tourne pour les Atariams des Sables d'Olonne. Après plus de 20 ans à la tête du restaurant Le Roc Saint-Jean, l'équipe déménage. Elle se lance dans de nouvelles activités au sein de l'hôpital des Sables d'Olonne. Les 9 travailleurs en situation de handicap, accompagnés de leurs 4 encadrants, vont désormais avoir en charge la gestion de la cafétéria de l'établissement hospitalier. C'est la particularité des ESAT. Les ESAT, la vocation première, c'est de l'accompagnement médico-social au travers des activités qu'on peut proposer. Ici, on proposait de l'hôtellerie-restauration. On a d'autres équipes qui font de l'espace vert, qui font du nettoyage de locaux, de la rénovation automobile. On doit être garant aussi que chaque travailleur handicapé qui est accueilli à l'ESAT puisse y trouver un équilibre social et professionnel. Effectivement, si le travail commence à être un peu plus compliqué, la rythmique est un peu différente, ça peut des fois poser problème, comme n'importe quel individu. Et donc nous, on est d'autant plus garant de cet accompagnement. Je vous propose à présent de voyager dans le temps, direction la Renaissance. La saison 2022 est lancée pour le château d'Apremont. Et cette année, le site historique propose de vous mettre dans la peau de ses habitants au XIVe siècle avec l'exposition S'habiller à la Renaissance, toute une histoire. Une plongée dans le quotidien des dames nobles de l'époque avec des costumes créés par les étudiants de la formation costume du spectacle au lycée Notre-Dame-du-Roc. Colline Davy. C'est une plongée au cœur de la Renaissance, une exposition sur les robes des nobles dames du XVIe siècle.
Le château d'Apremont trouve ainsi le moyen d'intégrer son public à son histoire. Le château n'est pas complet, ce n'est pas un château avec des meubles. Et donc on a besoin de replonger les gens à l'époque de la Renaissance, mais autrement. On s'est dit, mais l'habillement, le costume, c'est aussi un sujet qui peut être hyper intéressant, parce que finalement, il y a des modes qui ont pu commencer dès la Renaissance et qui sont toujours encore actuels aujourd'hui. Et ça intéresse aussi bien les petits et les grands de se dire, ben voilà, aujourd'hui je m'habille comme ça, et au XVIe siècle, comment on s'habillait. Ce voyage dans le passé se vit même physiquement, puisqu'une séance d'essayage est proposée à chaque visiteur. Vous avez la chemise. Mais pour être au plus proche du réel, il a fallu des heures de travail. 10 par semaine en moyenne pour les élèves de la formation costume du spectacle, sans compter le temps pris à domicile. Il y a toute une partie de recherche, de documentation. Une fois validé ça, il fallait qu'on parte sur des volumes. Et là, c'est la réalisation des volumes. C'est ce qu'on appelle du moulage, du patronage, qui permet de faire une toile. Puis après, la recherche aussi des accessoires, des dentelles, des choses qui pouvaient agrémenter la robe. Et après 147 heures, voici le résultat. Une robe de plus de 5 kilos comme celle portée à l'époque. Mais elle va avoir un travail de tuyau d'orgue au niveau de la taille. C'est un travail à la main. Donc c'était 9 mètres de matière sur lequel il fallait travailler les points de tuyau d'orgue pour pouvoir le resserrer au niveau de la taille. L'exposition restera en place jusqu'à la fin de la saison du château. Mais l'histoire continue, les élèves ont déjà un objectif pour l'an prochain, réaliser une nouvelle collection de costumes, masculins cette fois-ci. Retour à notre époque, aux Herbiers, la première collectivité de Vendée à se doter d'un logement dédié aux internes en médecine. La ville vient d'en remettre les clés à 2 internes. En stage aux Herbiers, les futurs médecins sont ainsi logés quasiment gratuitement en colocation et en centre-ville. L'objectif est d'attirer la relève médicale dans un secteur en manque de médecins. C'est pas nous qui sélectionnons les stagiaires. En réalité, ce sont les stagiaires qui, avant d'être pris en stage, ont vu cet appartement, sont allés sur Internet, ont eu déjà du bouche à oreille. Le département a également fait un certain nombre de démarches auprès des syndicats d'internes pour faire la promotion de ces hébergements un peu atypiques ici en Vendée. Donc il y a les herbiers, mais il n'y aura pas que les herbiers, ça se développe partout. Et donc ça crée une force d'attraction, une force d'attractivité. Et puis les internes, du coup, sélectionnent aussi leur médecin généraliste, leur maître de stage en fonction de ça. Focus sur l'opération Neurodon ce week-end. Les 7 et 8 mai, les plus beaux jardins de France ouvrent leurs portes au public. Une opération au profit de la recherche en neurosciences. Pour chaque entrée achetée, une partie est reversée à la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Et cette année, 6 jardins y participent en Vendée. Parmi eux, celui du château de la Flosselière à Sévremont. L'occasion pour nous de vous faire découvrir ce parc aux multiples facettes. Grégoire de Châtillon. Le parc du château de la Flosselière est un véritable arboretum, un arboretum arrivé à son apogée, avec des arbres souvent plus que centenaires, à l'image de ce cèdre de l'Himalaya. Un peu plus loin, son cousin africain, le cèdre de l'Atlas. À côté, ces séquoias géants de Californie. Ici, certains reconnaîtront le désespoir du singe, l'Araucaria du Chili, avec ses feuilles acérées, densément imbriquées les unes dans les autres. Mais la pièce maîtresse du parc se cache ici, à l'intérieur de cet arbre. Un arbre qui, à partir de ses branches basses, en contact avec le sol, a formé de nouvelles racines. C'est un thuya géant qui provient de Californie. Il a marcoté, donc ça signifie que vraiment les souches ont repris vraiment racine et elles-mêmes forment des milliers de branches et on a l'impression d'être sous une forêt, alors que c'est un seul et même arbre. Vous l'avez vu, l'arbre forme un bois à lui tout seul, une curiosité, une surprise pour les visiteurs. Ils ont vraiment l'impression d'être ailleurs, vraiment dans une bulle, complètement dans une forêt un peu enchantée. C'est vraiment ce qu'ils nous disent. Et puis nous aussi, on le ressent quand on rentre dans cet endroit. On a l'impression d'être ailleurs. Autour du château, dont les premières traces remontent au XIe siècle, vous découvrirez devant la façade de style Renaissance les terrasses à l'italienne. Plus loin, le jardin terrasse, lui, à la française.
Le jardin terrasse particulièrement, je l'aime beaucoup parce qu'on est entouré de ruines et donc on ressent vraiment toute l'histoire qu'on a vécue. Et en plus on est en Vendée, ça a été incendié par les colonnes infernales, donc ça a vraiment un appui encore plus fort. Quand l'histoire se mêle avec le paysage, le parc du château de la Fleusselière sera ouvert de 14h à 18h, samedi et dimanche prochain pour le Neurodon. La fête de la pierre et de la dentelle est de retour les 14 et 15 mai prochains à La Roche-sur-Yon, après 2 ans freinés par la crise sanitaire. Une manifestation organisée par l'association La Soulaire qui réunit des amateurs de taille de pierre et de dentelle au fuseau. Un savoir-faire à découvrir pendant ces 2 journées d'exposition. Comme on a nos ateliers en même temps, on a aussi un atelier de partage, c'est un lien et on a envie de faire des réalisations qui se ressemblent. En septembre, on avait fait une journée du patrimoine puisque malheureusement pendant 2 ans notre exposition n'a pas pu avoir lieu à cause de la Covid. Eh bien, on avait par exemple un tailleur de pierre avait fait une coque de bateau et une dentelière avait réalisé la voile du bateau. Voilà, on essaie de faire des petites choses comme ça pour montrer que finalement c'est de la dentelle dans tous les sens du terme. Cette année marque aussi le retour d'un autre événement, les Foulées du Gois. Le 19 juin, une série d'athlètes internationaux courront contre la marée montante entre l'île de Noirmoutier et le continent. Une course exceptionnelle qui réunit chaque année 2000 athlètes de tous les horizons, mais aussi près de 300 bénévoles. On sent les bénévoles mobilisés, prêts. Ils sont même impatients de se retrouver, même s'il y a des tâches difficiles cette journée-là, comme lorsqu'on est au parking, lorsqu'on est à la restauration, en fait on ne voit pas grand-chose des Foulées du Gois. Mais voilà, ils sont contents de se retrouver, on est content de les retrouver évidemment, en équipe pour passer cette belle journée tous ensemble. On aura entre autres nouveautés cette année, un fort coefficient de marée pour les courses dans l'eau, à savoir un coefficient de 71, donc on n'a jamais eu ces coefficients pour les Foulées du Gois. C'est la fin de cette édition. Belle soirée à tous.